Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est coupable de tout. Où est Boualem Sansal? L'inquiétude règne. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi. Les autorités algériennes l'ont arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Bienvenue au pays. Et on me reçoit d'une manière magnifique. Christophe Glaise est condamné à 7 ans de prison ferme. Soyez les bienvenus tous les deux dans notre démocratie. J'aimerais que les gens puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Nous sommes en guerre. Eh oui, frérot, jusqu'où tu peux aller, frérot? Jusqu'où tu peux aller, hein, c'est bien. Voilà, c'est ce qui se passe en Algérie. On vient de l'apprendre, comme vous le savez. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à appel ce mardi 1er juillet à 5 ans de prison. Il est accusé d'atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, etc., etc. Voilà. 5 ans de réclusion criminelle et 500 000 dinars d'amende. Nous allons évidemment en parler longuement de ce qui se passe et de ce qui se passe aussi avec un autre emprisonné en Algérie, oui, embastillé, Christophe Glaise, le journaliste sportif Christophe Glaise, qui vient d'être condamné à 7 ans de prison, toujours en Algérie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? On va en parler avec la sénatrice Valérie Boyer, on va en parler avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, et on va vous faire entendre aussi d'autres sonores, y compris celui de Boualem Sansal que nous avions reçu il y a quelques mois, peu de temps avant son départ pour l'Algérie, où jusqu'ici, il n'est pas revenu. Et puis, nous allons parler aussi du rôle des ONG. Comment les ONG, effectivement, au nom de la pollution, dans la lutte tout à fait légitime contre la pollution, eh bien, s'en prennent quelque part à, effectivement, un certain nombre de produits qualifiés de polluants. Et au fond, est-ce que l'écologie punitive n'est pas devenue plus punitive qu'écologiste? On va en parler avec François Drugy. Et puis, les perles, les huiles, les bravos. Nous allons donner c'est très bien, des bus à la Tunisie. Mais elle en achète aussi en Chine. Pourquoi? On va parler de tout ça, du vin également, voilà. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, eh bien, nous allons recevoir le général Cavalier, le général de réserve Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie. On va parler de quoi? Évidemment, de ce qu'on appelle la fragilité, l'insécurité, le face-à-face qui a remplacé le côte-à-côte. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Il a 80 ans. Il est atteint d'un cancer. Il est dans une prison en Algérie. C'est l'un des plus grands écrivains franco-algériens. Il s'appelle Boualem Sansal. Il vient d'être condamné ce matin en appel à 5 ans de prison ferme. Plus une amende de 500 000 dinars. Il s'appelle, encore une fois, je le répète, Boualem Sansal. Et l'autre s'appelle Christophe Glaise. Il est journaliste sportif. Il vient d'être condamné, toujours en Algérie. Il est français, lui. Et bien, 7 ans de prison ferme. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oh, Diego, la très belle chanson, hein, Johnny Hallyday, bien sûr. Alors voilà ce qui s'est passé effectivement ce matin. Vous savez, il y avait toute la polémique, il y avait la bagarre, il était emprisonné depuis des mois et on se demandait s'il allait sortir ou pas. Alors il y a eu les associations, les démarches, etc. Et bien voilà, c'est tombé 5 ans de prison ferme. Et s'il est allé en Algérie, Boualem Sansal, c'est que lui, il pensait que ça n'allait pas du tout se passer comme ça, parce qu'il pariait, Boualem Sansal, sur l'intelligence. Écoutez ce qu'il nous disait ici, à Sud Radio, dans la culture dans tous ses états. Il y a, en novembre, le 26 novembre 2024, vous voyez, il y a 6 mois,
Voici ce qu'il nous disait dans les studios de Sud Radio. Écoutez. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. Première étape, il cherche à récupérer. C'est un pouvoir très intelligent, une dictature intelligente. Il cherche à récupérer, souvent à l'insu de... Oui. C'est mon cas. C'est-à-dire comment ils cherchent à vous récupérer, par exemple, vous Non, c'est à chaque fois qu'on les accuse d'être des dictateurs, on dit, mais enfin, on n'est pas une dictature, regardez Boualem Sansal. Il n'arrête pas de nous égratigner, de machin, mais il vit en Algérie tranquillement, allez le voir. Oui, il est à Boubendest, voilà, donc voilà, il récupère, et ça... les services psychologiques de l'armée est très très intelligents. Ils ont développé des mécanismes, mais pas seulement à l'intérieur de l'Algérie, mais partout. Voilà, ils sont intelligents, ils récupèrent, le pouvoir est intelligent. Vous voyez, non, regardez, nous sommes une démocratie, regardez Boualem Sansal, on n'y touche pas, nous disait l'écrivain il y a 6 mois, ici. On y a touché. Non seulement on y a touché, mais là, aujourd'hui, on le sait, 5 ans de prison ferme. Alors, on espère toujours que le 5 juillet prochain, comme on le sait, c'est le jour de la fête de l'indépendance de l'Algérie, il peut y avoir une grâce présidentielle accordée par le président Abdelmajid Tebboune. Peut-on y croire ou pas? Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR de Marseille et vous avez suivi cette histoire et vous avez évidemment participé comme beaucoup à dire comment peut-on garder en prison et en geôle, quelles que soient les opinions. Vous savez, c'était De Gaulle qui disait « on n'emprisonne pas Voltaire » en parlant de Jean-Paul Sartre. Et là, aujourd'hui, les Voltaires, quels qu'ils soient, on n'a plus ces précautions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison de citer ce que disait le général de Gaulle à propos de Voltaire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai posé la question au gouvernement, il y a plusieurs mois, à 2 reprises d'ailleurs, de l'emprisonnement de Boualem Sansal, j'ai cité Solzhenitsyn et Václav Havel, qui sont des écrivains, prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Je suis absolument consternée, mais malheureusement, on s'attendait à cet échec absolu, d'autant que l'Algérie, pour pouvoir continuer sa rente mémorielle de la haine vis-à-vis de la France, procède, si je peux employer cette expression un petit peu triviale, à des opérations de tuilage, c'est-à-dire au cas où on lâcherait Boualem Sansal, elle a un autre otage, elle pratique la diplomatie des otages avec le journaliste Monsieur Glaise, dont je m'étonne qu'il ne fasse pas la une des journaux aujourd'hui, mais peut-être le fera-t-il demain après la condamnation de Boualem Sansal. Je rappelle quand même aux auditeurs que, au terme d'un procès stalinien qui a duré 10 minutes, qui est une forme de torture aussi psychologique pour un homme qui est âgé et malade, le condamner à 5 ans de prison ferme pour opinions qui ne conviennent pas à l'Algérie, parce qu'il aime le français, parce qu'il aime la France, ça équivaut à une condamnation à mort aujourd'hui et à une torture psychologique. Je rappelle que son avocat a été récusé par l'Algérie parce qu'il est juif, qu'un autre avocat l'a assisté, que les filles de Boualem Sansal, qui sont aussi tchèques, n'ont pas pu le voir comme elles le souhaitaient, que bien évidemment les organismes internationaux ne peuvent pas aller le voir, et que pendant ce temps, l'Algérie continue d'injurier la France. Et aujourd'hui, je pose solennellement une question à notre ministre des Affaires étrangères. Qu'en est-il de la réponse graduée, maintenant que nous sommes fixés sur le sort de Boualem Sansal? Alors, est-ce une mise en scène sordide, lamentable, pas digne d'un grand pays, pour que le 5 juillet, le président Tebboune organise une grâce, ce qui serait quand même un scandale, parce qu'une grâce, c'est quand on a commis quelque chose, et là, Boualem Sansal a commis juste le péché d'aimer la France, de parler français, et d'être un grand écrivain. Voilà, si un pays qui veut se hisser sur la scène internationale considère qu'emprisonner un écrivain le grandit, je pense qu'il se trompe.
Oui, restez avec nous, Valérie Boyer, parce que je pense que nous n'avons pas encore Xavier Driancourt. Il faut me le dire si on l'a pas. Mais il y a quelque chose qui est aussi frappant dans ce que vous venez de dire, Valérie Boyer, c'est que en même temps, pratiquement, et c'était hier ou avant-hier, un député français qui s'appelle Sébastien Delogu, député La France Insoumise, était en Algérie. Et voici ce qu'il a dit, notamment sur l'accueil qu'il a eu en Algérie. Écoutez. De l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est coupable de tout. Oui. Mais quand vous arrivez ici, vous apprenez à avoir un peuple qui vous accueille d'une manière dont, honnêtement, je n'ai jamais été accueilli. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi. Et on me reçoit d'une manière magnifique. Et puis, quand vous venez pour apprendre ce que le peuple algérien a à donner, le jour où j'aurai à prendre des décisions, je pourrai bien évidemment donc agir en conséquence. Voilà, le jour où je serai au pouvoir, je pourrai agir en conséquence. Alors, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde va bien. Il l'a répété d'ailleurs au cours d'un dîner. Et à ma connaissance, mais je crois que je suis pas le seul, pas une seule allusion qu'a fait ce député français en tout cas publiquement. Pardon ? Vis-à-vis de ses compatriotes. Pas un mot après 27 minutes d'interview vis-à-vis de ses compatriotes. Ce qui est quand même une honte absolue. Je rappelle que quand on est député, on a un parti politique, ou pas d'ailleurs, c'est une possibilité, mais on devient le député, on devient l'élu de tous les Français. On est représentant, on fait partie de la représentation nationale. Et quand on est à l'étranger, là, en ce moment, je vous parle depuis l'étranger, je suis au Portugal pour une assemblée plénière de l'OSCE. Et nous sommes une délégation composée de sénateurs et de députés français de différentes opinions politiques, mais nous représentons la France. Oui, et bien sûr. On peut avoir des votes différents, mais nous représentons la France. Et quand on est à l'étranger, on représente la France. Et la moindre des choses, j'allais dire quand on est un être humain aussi, c'est de se préoccuper du sort des prisonniers politiques dans ce pays. Imaginons un député algérien venant en France, dire tout le mal qu'il pense de l'Algérie, tenant des propos terribles sur les médias algériens. Vous imaginez bien qu'à son retour, il se retrouverait dans une prison comme Boualem Sansal aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Monsieur Delogu est content de son voyage Potemkin, mais en tout cas, personne n'est dupe. Et moi, je vous assure qu'en tant que parlementaire, je suis extrêmement choquée et indignée que quelqu'un qui porte des sarpes bleu, blanc, rouge se comporte de cette façon vis-à-vis de nos compatriotes, quelles que soient leurs opinions politiques. Il est français, il est détenu pour des raisons politiques. La moindre des choses, c'est de le soutenir. Oui, et Valérie Boyer, effectivement... Surtout quand on prévaut de bonnes relations avec M. Tebboune. Hein. Oui, oui, allez-y. Vous vouliez ajouter quelque chose? Effectivement, je suis intervenue plusieurs fois pour Boualem Sansal, notamment à Marseille, puisque vous le savez, je suis élue de Marseille, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône, j'ai été députée d'arrondissement de Marseille et je siège au conseil municipal de Marseille. Et à plusieurs reprises, j'ai été surprise que beaucoup d'élus marseillais qui se sont réjouis de l'élection du président Tebboune, qui ont dit qu'ils avaient vécu des jours formidables en Algérie lorsque Monsieur Tebboune a été élu, qu'ils entretiennent des liens amicaux, etc., n'ont pas eu un mot pour Boualem Sansal, pas une affiche, etc. Alors que le maire de Marseille a défendu Paul Watson, le défenseur des baleines. Oui, bien sûr. N'a eu un mot pour Boualem Sansal, ce qui me choque énormément, compte tenu des très bonnes relations qu'il prétend entretenir avec M. Tebboune. Donc quand on a des amis, on leur parle et on leur demande la libération de nos compatriotes. C'est sûr. Deux personnes françaises qui sont détenues pour des raisons politiques. Oui, j'allais juste Valérie Boyer, j'allais parler de Christophe Glaise, justement. Juste un mot, effectivement. Il est sous contrôle judiciaire depuis 13 mois. Il a été condamné ce dimanche 29 juin, là, dimanche dernier.
à 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal de Tizi Ouzan Kabylie. C'est l'ONG Reporters sans frontières qui l'a révélé. Voilà, on attend de voir ce qui va se passer. Il a été arrêté le 28 mai. Il devait voir des gens, il est journaliste sportif, il devait voir des gens du football. Il travaillait à SoFoot, effectivement. Ça n'avait pas été rendu public. Là, aujourd'hui, évidemment, forcément, ça sort. Alors, ministre des Affaires français a déploré lundi, a communiqué une lourde condamnation, etc. Et le Quai d'Orsay suit de très près. On va se retrouver dans une nouvelle affaire ? La discrétion, vous voyez, ça ne fonctionne pas. En revanche, la diplomatie des otages, ça fonctionne. C'est ce que pratique l'Algérie, c'est ce que pratique l'Azerbaïdjan avec des otages arméniens, c'est ce que pratiquent ces pays qui ne sont pas des démocraties et qui prennent des otages pour qu'on se taise. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi avec l'Iran, avec les 2 otages français. Donc, ce sont des pays particulièrement agressifs qui pratiquent cette diplomatie des otages. Et franchement, maintenant, c'est à souligner. Et compte tenu de la condamnation de Boualem Sansal, on voit bien qu'il y a cette volonté d'humilier la France. Bon, peut-être qu'on attend le 5 juillet, le jour de la fête de l'indépendance. On va le voir. Mais juste un mot, Valérie Boyer. Non, ça, on en a parlé. Juste un mot. Aujourd'hui, ok, la condamnation a eu lieu. On voit ce qui s'est passé avec Christophe Glaise. Vous avez parlé de riposte graduée. Aujourd'hui, est-ce que la France, enfin la diplomatie française n'est pas au pied du mur? Ils agissent comment? Ils agissent pourquoi? Vous êtes optimiste ou pessimiste là-dessus? J'en sais rien, ça fait tellement longtemps que Boualem Sansal est emprisonné et quand on découvre le nombre de mois où M. Glaise est retenu, c'est très inquiétant. Je rappelle quand même que nous, parlementaires, nous avons suspendu un certain nombre de propositions de loi, justement pour ne pas entraver la diplomatie française, pour faire en sorte que les relations pour la survie de Boualem Sansal et d'autres soient assurées. Donc c'est quand même essentiel aujourd'hui pour nous de voir ce qu'il en est. Mais je note que la discrétion n'a pas fonctionné, que la riposte graduée qui a été particulièrement j'allais dire bienveillant de la part de la France n'a pas fonctionné aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Que Boualem Sansal meure en prison? Vous pensez vraiment que l'Algérie sortirait grandie de ce genre de choses? Je rappelle quand même qu'en France, nous avons 3 consulats. Que les allées et venues des Français en Algérie sont surveillées, sont sous contrôle. Que l'Algérie dispose de 17 ou 23 consulats en France. Qu'il y a des relations qui sont déséquilibrées aujourd'hui. Et que la vie d'un homme, la vie de 2 hommes d'ailleurs, français, est en danger. Donc nous, on doit faire confiance à notre pays pour pouvoir négocier. En tant que parlementaire, je ne veux pas jeter d'huile sur le feu si ça peut porter préjudice à la vie de mes compatriotes français que je n'ai jamais rencontrés. Mais ils sont français, je suis parlementaire. La moindre des choses, c'est de les défendre. Mais je note aujourd'hui que je voudrais connaître ce qu'il en est de la riposte graduée qu'avait annoncé notre ministre. Et aujourd'hui, avec cette condamnation absolument inique, après un procès stalinien de 10 minutes qui s'apparente à de la torture, où en est-on? Voilà les questions. Écoutez, les questions sont posées. Le problème le plus important, c'est voir s'il va y avoir une riposte quelconque, où nous allons continuer cette espèce de diplomatie que je ne qualifierais pas enfin une diplomatie un peu couché, si l'on peut me permettre cette expression. Merci Valérie Boyer. On va en parler avec Christophe Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui a aussi des choses à nous dire là-dessus. Après cette petite pause, à tout de suite, restez avec nous. Voilà, Boualem Sansal, 5 ans de prison ferme. Christophe Glaise, journaliste sportif, 7 ans de prison ferme. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Donc je rappelle, le jugement vient de tomber. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison. Je rappelle qu'il a 80 ans et qu'il a atteint un cancer. Et puis le journaliste sportif Christophe Glaise, 7 ans de prison ferme. Il venait interviewer des footballeurs. Alors il paraît qu'il a vu quelqu'un qui représente l'indépendance, enfin indépendantiste entre guillemets kabyle. Et voilà, il est effectivement en prison. Là aussi, est-ce qu'il y aura riposte graduée, diplomatie, évidemment, l'essentiel en tout cas, est que ces 2 personnes sortent le plus vite possible de prison et regagnent leur pays, que ce soit Boualem Sansal ou que ce soit Christophe Glaise. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, bonjour Xavier Driancourt. Oui, bonjour. Alors, Xavier Driancourt, vous avez suivi l'affaire, on vous avait reçu et toujours avec plaisir, oui. On avait parlé de l'affaire Sansal et tout ça. S'ajoute aujourd'hui l'affaire, Christophe Glaise, hasard peut-être du calendrier, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que vous disiez? Je me rappelle très bien de ce que vous disiez dans notre émission il y a encore quelques mois, quelques semaines. Vous disiez au fond, c'est l'Algérie ne manque aucune occasion de dire écoutez les Français, voilà, on va vous traiter comme si, et de telle façon parce que vous le méritez. C'était un peu ça. Oui, et ça montre, ces 2 verdicts confirment que, dans le fond, la justice algérienne prend des décisions politiques. Boualem Sansal n'a pas eu droit à un avocat, on a refusé le visa à Maître Zimré, son avocat est arrivé 3 jours après le jugement en appel, il est arrivé hier en Algérie, donc pour le verdict d'aujourd'hui. Et puis Christophe Glaise, il est condamné parce qu'il a enquêté sur la JSK, qui est le club de la jeunesse socialiste kabyle, qui est le grand club de football kabyle, et il se trouve que le président de la JSK est un autonomiste algérien. Donc il est condamné parce qu'il a rencontré un autonomiste algérien. Donc voilà, ce sont des décisions politiques, il n'y a pas d'autre mot. Mais politiques quand même, et qui vont loin, ces décisions, c'est-à-dire... Oui, très loin. Parce que, oui, vous réagissez en France, vous faites des associations, des ministres disent, ou leur indignation, ou quand même on pose des questions, mais on dit attention, solution diplomatique, riposte graduée. En l'occurrence, qu'est-ce que ça a donné, cette riposte? D'ailleurs, quelle riposte et quelle gradation? Il y a eu ni riposte ni gradation parce qu'effectivement au mois de février, le Premier ministre, vous vous en souvenez, avait fait une conférence de presse avec Monsieur Retailleau et Monsieur Barrot et avait fixé un délai, un ultimatum de 6 semaines à l'Algérie pour renégocier l'accord de 1968. Les 6 semaines se sont écoulées dès le mois de mars et ne s'est rien passé du tout. Donc il n'y a pas eu de réaction du côté français. C'est ça le drame, parce que les Algériens voient bien que nous ne réagissons pas. Bien sûr. Et donc, ils se disent, on peut continuer, Paris ne réagira jamais. Alors aujourd'hui, on condamne Boualem Sansal à 5 ans en appel. Demain, on va condamner donc Christophe Glaise à 7 ans de prison. Le 5 juillet, il n'y aura pas de grâce peut-être pour Boualem Sansal et Paris ne dira rien ou regrettera l'absence d'humanité de président Tebboune. Xavier Driancourt, excusez-moi, vous pensez qu'il y a très peu de chances qu'il y ait que Abdelmajid Tebboune, le président algérien, fasse quand même un geste? Vous pensez qu'il y a peu de chances? Totalement imprévisible. Non, j'en sais rien, à vrai dire. C'est totalement imprévisible. Il peut y avoir des grâces. Le 5 juillet, il y en aura. Est-ce que Boualem Sansal sera dans celle-ci? Alors j'imagine qu'on va essayer de téléphoner au président Tebboune entre aujourd'hui et le 5 juillet, c'est-à-dire pendant cette semaine-là qui arrive. On va essayer de l'amadouer. On va promettre des tas de choses. Et puis s'il ne se passe rien le 5 juillet, que fera-t-on?
décision. On attendra le 1er novembre, qui est la deuxième fête nationale algérienne. C'est ce que vous montrez, ce qui, en tout cas, qui se montre, c'est quand même une certaine passivité certaine d'un pouvoir qui dit oui, nous allons faire, lâchez-moi, sinon je fais un malheur, mais on le lâche et il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien, exactement. Mais je pense même, et je vous l'avais déjà dit, je pense même qu'il est trop tard, parce qu'en réalité, les Algériens ont vu pendant des mois et des mois que nous ne réagissions pas. Et donc, ils se disent, on peut continuer indéfiniment. Je crains qu'il soit trop tard. Oui, vous pensez, vous dites, ils n'ont pas réagi jusqu'ici, pourquoi réagiraient-ils aujourd'hui? Donc on peut... Pendant, si vous voulez, Hitler, il avait commencé par la Rhénanie, personne n'a réagi. Ensuite, il a continué par l'Anschluss, personne n'a réagi. Ensuite, il a continué par Munich, personne n'a réagi. Ensuite, il a pris la Bohème-Moravie, personne n'a réagi. Et c'est seulement en septembre 1939 que la France et la Grande-Bretagne ont réagi à la prise de la Pologne. Oui, c'est-à-dire on a laissé 2 ans, 3 ans, et là on laisse. Et on paye en réalité notre politique depuis 1962, depuis de nombreuses années. Et on peut se demander, enfin, on ne va pas accabler quand même entre lâcheté, passivité, résignation, cynisme. On se demande quels adjectifs employer quand on voit ça, franchement. Oui, en tout cas, c'est une passivité totale du côté français. Même, je vous rappelle que M. Barrot m'a traité d'incompétent. Donc, vous voyez, vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas compétent sur l'Algérie. Et puis, M. Tebboune nous avait reproché amèrement d'avoir déjeuné ou dîné avec Boualem Sansal. Oui, tout à fait. Donc, voilà, exactement. Ah là là, c'est intéressant. En tout cas, de voir où on en est. Merci beaucoup, Xavier Driancourt. On va suivre tout cela avec vous. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous aimez les PFAS? Vous allez me dire, mais c'est quoi ces PFAS? C'est quoi cette histoire? Vous allez voir, les PFAS, c'est très intéressant parce que ça joue un rôle non négligeable dans notre quotidien et ça joue un rôle dans la bataille que se livrent un certain nombre d'ONG avec un certain nombre d'industriels. Et pourquoi et pour quel enjeu? On en parle tout de suite. Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ah, bien sûr, un des hymnes écologiques les plus connus, aux arbres citoyens, aux arbres citoyens. Alors voilà, est-ce que c'est encore une fois l'éternel conflit entre les pollueurs, effectivement, et les écologistes qui veulent sauver la planète, d'ailleurs, de diverses manières, parce que ça, on a fait, vous avez plusieurs émissions sur l'écologie. Il y a les écologistes qui veulent vraiment s'occuper des vraies pollutions, et d'autres qui s'en occupent comme une religion, avec ses Torquemada, ses inquisitions et ses interdits. Alors, François de Rugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre et vous êtes co-auteur, je le rappelle, de Comment la technologie peut sauver la planète. C'est vrai que ce serait une bonne chose. Là aussi, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais c'est un autre sujet, d'ailleurs, sur lequel on discutera aussi dans une émission. Et l'avenir est pavé de bonnes innovations. C'est ça qu'il faut dire. D'accord, absolument. Moi, je suis pour une écologie de progrès. Je crois au progrès technologique, et je crois que c'est ça qui fait avancer l'humanité depuis, d'ailleurs, des millénaires. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, au contraire. Vous n'êtes pas pour le retour de la lampe à huile. Je ne suis pas du tout pour le retour en arrière, et malheureusement, je vois que beaucoup de gens qui s'expriment au nom de l'écologie politique, on va dire, c'est-à-dire ou associative, mais il y a beaucoup de similitudes, et qui s'expriment beaucoup dans les médias, bien sûr, Europe Écologie Les Verts, le parti, Marine Tondelier, etc. En fait, quand on tend l'oreille, ce qu'ils proposent, c'est souvent le retour en arrière. C'est la décroissance économique. Regardez le débat actuellement qu'on en a sur comment on fait face aux grosses chaleurs
l'on subit. C'est indéniable. C'est un effet indéniable du réchauffement climatique. Eh bien, ils disent mais il aurait fallu agir avant. Et quand on leur dit mais il y a une solution relativement simple aujourd'hui, technologiquement éprouvée, économiquement soutenable, qui est la climatisation. Non, il faut pas la climatisation parce que justement c'est de la technologie, c'est de l'économie. Ce qu'il faut, c'est revenir en arrière sur les émissions de CO2. En bois et en terre. Oui, c'est vrai. Alors François de Rugy, justement, parlons de cette loi qui a été votée en février dernier, il n'y a pas si longtemps. Alors, interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de biens destinés aux consommateurs contenant des PFAS. Alors, les PFAS, expliquez-nous, ils sont dans quoi? C'est quoi les PFAS? Alors, les PFAS, c'est en fait une famille de molécules chimiques utilisées dans l'industrie chimique depuis très très longtemps, qui permettent notamment d'éviter, on va dire, les deux grandes utilités. C'est d'éviter l'eau, c'est une façon d'avoir une isolation, une imperméabilité, et aussi la pénétration des graisses. Et donc, le cas le plus connu par tout un chacun, c'est la poêle. Alors, je ne sais pas si on peut dire la marque, la poêle Tefal. La poêle Tefal qui utilise cette famille de molécules pour éviter que ça accroche et ainsi de suite. Et évidemment, c'est pas la seule marque à utiliser ce produit, et ça existe depuis des dizaines d'années. Dans les cosmétiques, les fards pour ski, les vêtements, les chaussures. C'est vrai qu'on en trouve un peu partout, mais on en trouve aussi, par exemple, il y a des cœurs artificiels, enfin des éléments pour que si vous avez un problème cardiaque, on vous implante dans votre corps qui en contiennent parce que ça permet le bon fonctionnement. Dans l'aéronautique, c'est pour éviter que des pièces surchauffent. Dans les voitures, vous en avez sur les freins et ainsi de suite. Donc c'est des éléments aussi de sécurité. Il est indéniable qu'il y avait des familles de PFAS qui ont déjà été interdites pour certaines depuis plus de 10 ans en Europe, qui posaient des problèmes, des risques pour la santé humaine. Qui posaient aussi le problème que, en effet, quand elles sont disséminées dans l'environnement, c'est ce qu'on a appelé à ce moment-là les polluants éternels. C'est-à-dire que c'est des produits que l'on retrouve éternellement dans l'eau, dans les sols, si ça a été contaminé. Mais il y a dans cette famille... C'est grave quand même, ces polluants éternels. C'est évidemment quelque chose qui doit être pris au sérieux et qui a été pris au sérieux d'ailleurs par l'Union européenne, par exemple, par le Parlement européen, la Commission européenne, puisqu'un certain nombre de ces substances ont été interdites. Alors le problème, c'est que parfois on parle de pollution aujourd'hui qui remonte à l'époque où ces substances n'étaient pas interdites. Donc on les constate aujourd'hui, ces pollutions, mais c'est par rapport à des substances qui sont déjà interdites. Et puis, dans cette grande famille, si on prend le temps d'écouter les scientifiques, et moi je l'ai fait avec un ami journaliste, on anime une chaîne YouTube qui s'appelle « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» Sur cette chaîne, on a fait une émission sur ce sujet et on a interviewé des gens du CNRS, une chercheuse d'Oxford, etc., qui disent il y a différentes sortes de PFAS. Si on met tout ces molécules dans le même sac, on fait une erreur scientifique quant aux effets sur l'environnement. Ne mettons pas tout dans le même panier, évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, pour être clair, les poêles Tefal utilisent une certaine forme de PFAS qui ne présente aucun danger pour la santé humaine. Heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez si on utilisait un produit de la vie courante. Mais en revanche, les associations écolo, Camille Etienne, influenceuses écolo, les députés verts à l'Assemblée nationale, certains médias, eux, ils font l'amalgame pour dire attention, si vous utilisez une poêle Tefal, vous allez vous empoisonner vos enfants en faisant la cuisine. Il y a eu des polémiques là-dessus, absolument. Et d'ailleurs, au passage, quand même, comme par hasard, pourquoi est-ce qu'ils ciblent particulièrement, alors qu'il y a tous les usages des PFAS dont on vient de parler, justement, l'objet de la vie courante, et par ailleurs, c'est pour faire peur, évidemment, et par ailleurs, d'un industriel français. Et ils ne disent rien sur d'autres techniques pour d'autres ustensiles de cuisine qui sont produits à l'étranger et qui pourtant posent des problèmes. Mais alors, François de Rugy, si je veux me faire l'avocat des ONG, enfin de certaines ONG, oui, mais... Pourquoi pas non, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Est-ce que, je ne dis pas vous spécialement, mais d'autres, est-ce que justement, vous n'êtes pas, ou les représentants, ou les lobbyistes d'un certain nombre de produits, justement, de PFAS non, moi, je n'ai pas d'intérêt. En tout cas, on a dû vous poser la question. Oui, mais c'est normal. Mais alors, à la fois, c'est normal et à la fois, c'est quand même un problème dans notre pays et dans le débat public et politique notamment, et sur certains médias, dès qu'on parle d'une entreprise
française, surtout si elle est française d'ailleurs, comme s'il y avait une obsession contre les entreprises françaises, et qu'on dit, il y a telle ou telle technologie qui est utilisée, qui présente tel ou tel intérêt, ou si on compare, c'est plutôt mieux que ce qui se fait dans d'autres pays. Là, on est soupçonné d'être à la solde des intérêts privés, les lobbies. Alors le mot qui écrase tout, c'est les lobbies. Alors, donc moi, je ne suis pas, voilà, je n'ai aucun lien. Il existe les lobbies, hein. Tout à fait. Au Parlement européen, au Parlement français. Ils existent, partout, les lobbies industriels, économiques, tout ça, ils existent. Les lobbies associatifs existent aussi. Et d'ailleurs, on ne sait pas par qui ils sont financés. Vous avez vu qu'il y a un rapport qui a été publié par l'école de guerre économique qui, quand même, soulève le problème sur cette question des PFAS, de savoir c'est quoi cette association qui finance des articles de presse avec des grands journaux comme Le Monde, avec des grandes émissions de télé comme Complément d'enquête, qui alimentent ces articles et ces campagnes de presse, et qui pourtant, dont on ne sait pas par qui elles sont financées. Moi, je n'apporte pas d'accusation quand je n'ai pas de preuves. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir qui finance ces organismes qui, au niveau européen, vont ensuite faire une campagne contre l'industrie française? Vous soulevez quand même un problème qui est fondamental, il faudra en reparler, on fera des émissions là-dessus. C'est vrai, qui finance les ONG? Je veux dire qu'il devrait y avoir une transparence de ce point de vue-là. La moindre des choses, moi je suis très bien ONG, et d'ailleurs, vous avez dit en hors antenne quelque chose, c'est qu'on aimerait savoir, ça s'appelait les associations avant. En France, c'était la culture française, c'était les associations. Associations loi 1900, voilà. Hein. Non-profit, etc., sans bénéfice, enfin, sans revenus fixes, etc. Et là, ça s'appelle les ONG, organisations non gouvernementales. Or, on sait très bien qu'il y a, encore une fois, des ONG qui font un travail formidable, mais d'autres qui sont financées, et il n'y a aucune transparence, c'est bien ça. Ouais. Ce fameux consortium, je recherchais le nom, Forever Pollution Project, bon, en anglais, Forever Pollution Project, vous voyez ce que ça veut dire, hein, pollution forever, éternelle, voilà. Eh bien, on ne sait pas qui le finance. On ne sait pas. Et le comble d'ailleurs, c'est que ces ONG commencent avec des fonds privés et ensuite vont solliciter les autorités publiques, alors qu'elles se revendiquent comme non gouvernementales, pour avoir des subventions. Et là, en l'occurrence, des subventions de la Commission européenne. Donc c'est le comble d'ailleurs, parce que indirectement, la Commission européenne va financer des campagnes contre l'industrie européenne et notamment française. ONG qui reçoit des subventions du gouvernement. C'est extraordinaire. Et ça, c'est souvent le cas. Moi, je pense que l'organisation qui a un petit peu été pionnière en la matière, c'est Greenpeace. Le modèle, entre guillemets, pour toutes ces associations, c'est Greenpeace. Greenpeace, vous savez pas combien il y a d'adhérents? On n'a pas le. Je pense que c'est pas leur problème. Ils cherchent pas. On ne sait pas par qui ils sont financés. Voilà. Et quand on leur demande, ah ben non, c'est secret. Ok, d'accord, mais alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est le cas pour tout le monde. Et c'est quand même un problème. Au moins, on pourrait penser que les parlementaires, par exemple, qui vont voter des lois, qui sont ouvertement initiées par ces ONG, puissent avoir accès au compte de ces associations et puissent dire, ah oui, d'accord. Vous savez que sur Greenpeace, il y a quand même toujours eu des soupçons. De savoir, à la grande époque de l'affrontement Est-Ouest, s'il n'y avait pas des financements qui venaient du bloc soviétique. Vous vous souvenez que François Mitterrand disait les pacifistes sont à l'Ouest et les SS-20 et les fusées sont à l'Est. Et c'était quand même une réalité, et on savait très bien que Greenpeace jouait un rôle très important dans ce combat. Aujourd'hui, Greenpeace, y compris encore aujourd'hui, récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose absolument, enfin, cette palinodie autour de la statue d'Emmanuel Macron, la statue de cire du musée Grévin, volée par Greenpeace pour ensuite être utilisé, rendu, etc. Et en fait, tout ça, c'était pour aller dénoncer l'action de la France sur un sujet, l'énergie, alors que la France a la production d'électricité la plus décarbonée d'Europe, 95% décarbonée, et que Greenpeace fait la promotion d'un modèle qui est celui de l'Allemagne, et qui est celui où on a recours massivement d'abord au charbon, puis au gaz, c'est-à-dire deux énergies qui émettent du CO2 en plus des énergies renouvelables. Donc c'est quand même le comble, et qu'à ce moment-là, dans les médias, on laisse vraiment table ouverte, micro ouvert, ils sont sur tous les plateaux après ce coup d'éclat avec la statue de cire d'Emmanuel Macron, c'est quand même un peu gros de les présenter comme experts de l'énergie. Et alors aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire aujourd'hui, sur les PFAS, etc., à part la poêle, etc., on en est donc, la loi a été votée. Alors, la loi a été votée, et heureusement, il faut le dire, Camille Etienne, tous les lobbyistes écolos s'en sont plaints, mais à l'Assemblée nationale, justement, les poêles Tefal ont été exclus, et ça a été circonscrit à un certain nombre d'usages, où c'est quand même contestable. Hein. Vous savez, par exemple, c'est du textile pour les pompiers.
C'est-à-dire que oui, on utilise des PFAS dans la fabrication en France d'uniformes pour les pompiers parce que ça leur permet de résister au feu. Bien sûr. Et donc, alors sur les cosmétiques, oui, peut-être qu'on peut se passer des PFAS dans le rouge à lèvres ou dans les crèmes, mais en revanche, quand on parle de la protection contre le feu avec les pompiers, ou quand on parle de l'aéronautique, ou quand on parle des voitures, des freins des voitures, on peut quand même se dire, il faut faire une analyse bénéfice-risque. Tout à fait. En fait, ce que vous dites, François de Rugy, c'est qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas tout chosifier dans le même. Voilà, pas mettre ses œufs dans le même panier, mais surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. Tout à fait. Et ça va être intéressant à suivre. En tout cas, merci de vos éclaircissements. On va continuer d'en parler. Merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio Berkov dans tous ses états. En ce moment, on entend beaucoup le casse-toi, tu pues et marche l'ombre dans cette France. Il faut le dire, trop archipélisé, trop fractionné, trop fracturé. Vous savez, c'est le fameux slogan qu'on entend du matin au soir de feu Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon. Il disait, nous étions côte à côte et maintenant nous sommes face à face. Alors il ne faut pas généraliser non plus, il ne faut pas être pessimiste, mais quand même, vous voyez ce qui se passe, notamment ce qui s'est passé récemment là avec la députée européenne Rima Hassan, qui ne cache pas évidemment ses préférences et ses orientations, et après tout c'est son droit le plus strict. Alors il passait devant une agence Orpi et un employé ou deux est sorti et on commençait à l'insulter en disant oui, cette Palestine, on va te la brûler, ta Palestine, etc. Puisque ses orientations, c'était une agence Orpi dans le 10e arrondissement de Paris, et Rima Hassan a filmé la scène et a filmé la personne, et effectivement ça a fait beaucoup de réactions, pavé dans la mare, etc. Et voilà, et elle a mis, donc Rima Hassan a publié cette vidéo sur son compte Twitter, sur son compte X, en interpellant directement Orpi: pourriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'un de vos employés m'agresse de cette façon? Alors le réseau d'agences immobilières a rapidement réagi en publiant un communiqué en disant ceci: les propos tenus par l'employé de l'agence Invest Immo envers Madame Rima Hassan sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales que défend notre réseau. Ces paroles à caractère discriminatoire et menaçant ne reflètent en aucun cas la politique d'Orpi France, ni nos standards professionnels. Voilà. Alors les 2 salariés ont été licenciés par l'entreprise, peut-être un peu, sans aucune autre forme de procès, de prud'homme, mais aussi il y a, alors ce qu'il y a eu, et c'est là où peut-être se pose le problème, c'est qu'il y a eu une agence Orpi qui a été incendiée, une agence Orpi à Marseille, voilà, en représailles, effectivement, et Sylvain Souvestre, maire du 12e arrondissement de Marseille, a réagi. Et je pense qu'il a quand même plutôt bien réagi, même si effectivement Rima Hassan a été insultée, n'avait pas à être insultée, mais quiconque n'a pas à être insulté, et on sait qu'il n'y a rien après. Elle a commencé d'ailleurs à soutenir que qu'elle a soutenu que la vidéo montrant la tentative d'incendie d'une agence Orpi de Marseille était générée par une intelligence artificielle. Oui, parce que elle a vu les conséquences, et quand même ça allait très très loin, parce que si on veut vraiment créer encore une fois la tension et aller à la guerre civile, il faut le savoir. Et qu'est-ce qu'il a dit, Sylvain Souvestre? Cessez vos mensonges et la théorie du complot. Vous encouragez haine et violence contre Orpi et ses salariés en les mettant en danger sur mon secteur. Vous êtes un danger pour notre République. Si notre pays ne convient pas, quittez-le, mais ne mettez pas en danger ses habitants. Voilà ce qu'a dit Sylvain Souvestre. Effectivement, peut-être il est temps de se dire halte au feu, de part et d'autre, de calmer le jeu. Parce qu'après, vous savez, une fois que la mèche est allumée, on sait comment ça commence, mais personne ne sait comment ça finit. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors on parlait effectivement, incendie... rappelez-vous, on parlait aussi de sentiment d'insécurité. Pendant un moment, c'était notre ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mais qu'il n'y avait pas d'insécurité. Et puis aujourd'hui, tous les jours, on le sait, on est à Sud Radio, dans mon émission, on le sait, c'est devenu quotidien. Ce n'est même plus, vous savez, on parlait de faits divers, c'est même plus un fait de société, c'est du
quotidien. Ça ne veut pas dire que la France est à feu et à sang, bien sûr, et heureusement. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et dont on ne sait plus où sont les limites. Bonjour Bertrand Cavalier. Bonjour. Vous êtes général, vous êtes ancien général de gendarmerie, enfin vous êtes général à la retraite. Alors vous avez suivi, évidemment, c'est votre rôle et vous êtes directement la gendarmerie confrontée à un certain nombre de faits, qu'ils soient divers, qu'ils soient de société, qu'ils soient de violence ou autre. Et vous, avec le recul, avec votre parcours, est-ce que vous voyez vraiment, parce que la grande discussion, c'est de dire oui, mais ça a toujours existé, il y avait les coupes jarrets, il y avait tout ça, on oublie ce qu'il y avait au Moyen-Âge, on oublie ce qu'il y avait à la Renaissance, on oublie toutes les violences, etc., etc. Et la concentration des réseaux sociaux d'un côté, des médias de l'autre, fait que ça devient une espèce de je ne sais pas, d'usine à fabriquer vraiment de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est votre avis ou pas ? Non, mon avis, c'est qu'objectivement, il y a une dégradation continue de la situation depuis une quarantaine d'années. Et quand le président Macron, à Nice, en 2022, déclare c'est une réalité de dire qu'il y a de la violence de notre société, qu'elle enfle, c'est une évidence. Et tous les indicateurs sont là pour, malheureusement, étayer, argumenter sur cette évolution qui est très, très préoccupante. Et alors, cette évolution très préoccupante, alors on le sait, c'est vrai, vous le dites, ça fait 40 ans qu'on le sait, c'est pas depuis Emmanuel Macron, quand je dis 40 ans, on pourrait le dire, on pourrait remonter à plus loin, hein, et c'est pas une question de politique, de gouvernement de gauche ou de droite, on le constate, on voit, mais ce qui est frappant quand même, et je voudrais vraiment avoir votre avis, et vous avez la liberté de parole, et vous l'utilisez, je le sais, dans des articles ou autres, dans des chroniques. Comment il se fait que tout le monde, en tout cas les milieux informés et les milieux, et les princes qui nous gouvernent le savent, et que, je ne dis pas rien ne se fait, mais on a l'impression que ça grandit. Et je vous donne 4 exemples, je voudrais qu'on parle de ça. Ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, avec les zones de non-droit, avec les frontières. Mais on a ouvert les frontières Schengen, il n'y a plus de frontières, sauf qu'en France, et à l'intérieur de la France, il y a des frontières qui marquent où les narcotrafiquants peuvent se mettre, où les petits dealers, où les chauffeurs, etc. Qu'est-ce qui fait, au fond, j'en parle longuement, mais qu'est-ce qui fait au fond qu'on a préféré fermer les yeux et les oreilles ? Il y a eu un formidable déni qui s'explique d'abord, il s'explique par des facteurs idéologiques, c'est-à-dire toute une intelligentsia qui a nié la réalité pour différentes raisons. Et puis il y a donc pourquoi à votre avis ? Non mais je voudrais préciser. À votre avis, pourquoi Parce qu'on était sur une inversion. N'oublions pas, moi je suis entré en gendarmerie dans les années 80, d'ailleurs c'est là que la situation commence à se dégrader. On a les années 80 ? Oui, ouais. Entre les années 60 et les années 80, le taux de criminalité va être multiplié par 3-4. Et on a les conséquences directes de mai 68, on a les conséquences directes de la harangue de Baudot, on a les conséquences directes que j'ai vécues de la désystématisation de la peine, c'est-à-dire qu'on ne punit plus, on ne peut plus punir. Bon, et là, ceci ajouté à d'autres facteurs, d'un individualisme forcené, il y a plein d'éléments croisés qui font qu'on a une société qui commence à se déliter, à déraper. Bon, et avec toujours cette pensée dominante qui nie tous les problèmes, qui nie l'immigration, qui nie la violence, et qui plonge dans une forme de léthargie toute la classe politique, ou une forme de lâcheté, parce que, notamment la droite n'a pas réagi. Et au niveau des élites, il n'était pas forcément de bon ton pour faire une carrière, de dire la réalité des choses et s'engager. Donc tout le système, en fait, d'une certaine manière, s'est immobilisé, à de rares exceptions près, et on en est là où on en est. Et alors justement, ce système qui s'est immobilisé, il se disait quoi ? Il se disait, écoutez, on aura tout le temps d'en parler, c'est pas grave. Demain, il y a une élection, il faut quand même que je soigne mon électorat. Demain, il y a ceci, cela. Écoutez, la patate chaude, je vais la refiler à mes successeurs. Et puis, je veux dire, demain le déluge, que diable, et moi, c'est pas mon problème. C'est ça. Enfin, c'est ça. Vous prenez par exemple les quartiers, les territoires perdus de la République, qui avait identifié Georges Bensoussan dans les années 2000, mais qui émergent dans les années 60, 70, 80, les Minguettes. Eh bien, qui aurait eu le courage à l'époque de véritablement traiter ces quartiers, de les reprendre, de reprendre le contrôle, ce qui est
imposé notamment un volet sécuritaire avec une épreuve de force. Après, il y avait d'autres aspects économiques, sociaux, éducatifs. Mais comme le dit Malek Bouti, la première obligation, c'est de rétablir l'ordre. Or, on n'a pas rétabli l'ordre. D'ailleurs, quand on constate de la démultiplication de ces quartiers, et on parle maintenant, la terminologie est savoureuse, de quartiers de reconquête républicaine. Ça veut dire qu'on les a perdus. Reconquête républicaine. Mais justement, à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait... Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, vraiment, s'il y avait volonté, courage, colonne vertébrale, etc., etc., Général Cavalier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à l'époque en disant, bon, je vais braver peut-être une certaine popularité, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour rétablir l'ordre, disons, dès les années 70, 80 et compagnie? C'était de reprendre le contrôle effectif de ces quartiers, c'était également de maîtriser l'immigration, qui est un des facteurs déstabilisants, c'était également d'expulser ceux qui ne respectent pas notre pacte social, c'était de faire preuve de cohérence et de courage. Or, on a laissé faire et on arrive, comme le dit aujourd'hui le directeur général de l'armée nationale, on est à un point de bascule, mais il y a d'autres grands serviteurs de l'État qui, aujourd'hui, donc disent qu'on est à la croisée des chemins, notamment le directeur général du renseignement territorial, M. Bertrand Chaloumeau. Bon, donc... Quand il dit à croisée des chemins, il veut dire quoi? Il veut dire que demain il sera trop tard? C'est quoi? Ça veut dire que si dans les toutes prochaines années, on ne réagit pas et on ne prend pas les mesures qui s'imposent, c'est vrai qu'on va vers le séparatisme tel qu'il avait été évoqué par M. Collomb, mais également par M. François Hollande. On va vers une dislocation du corps social, qui est déjà amorcée. Est-ce qu'il n'est pas... Alors, je vous pose la question brute de découverte, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard, parce que... il y a une très forte majorité de la population qui attend le retour de l'ordre, de quelque origine qu'elle soit. Donc moi, je discute avec, ne serait-ce que quand je prends le taxi, je discute avec des gens souvent d'origine étrangère. Ils attendent que ce pays se comporte bien. Ils sont complètement abasourdis devant la faiblesse et l'inversion des choses. Alors justement, on va en parler, on va essayer d'inventorier tout cela. En général, et puis je rappelle 0826 300 300, 0826 300 300 pour tous ceux qui veulent intervenir dans ce débat, qui n'est pas un débat nouveau, qui est un débat qu'on prend très souvent. Et je vais vous donner des exemples et je vais savoir ce que vous en pensez, Général Cavalier, et évidemment vous, auditeurs résistants de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La France n'est pas une planète, c'est pas la planète Mars ou Saturne qui évolue dans le ciel étoilé des galaxies. Et de l'infini, on est en Europe, on est dans le monde, et dans le monde, il se passe énormément de choses. Nous sommes toujours avec le général Bertrand Cavalier, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, le 0826 300 300 pour soit poser vos questions, soit intervenir, soit dire ce que vous ressentez. Et ce qui est intéressant en général en ce moment, c'est qu'on voit, et j'aimerais aussi avoir des exemples que vous connaissez, mais on voit par exemple ce qui se passe en Amérique, et l'Amérique n'est pas la France, comparaison n'est pas raison, je le sais, on nous le répète, mais évidemment. Mais on a vu que depuis quelque temps avec ICE, ils ont entrepris à une remigration absolument massive des étrangers, attention, en situation illégale. Ils le disent bien sûr, il ne s'agit pas d'Amérique, c'est un pays d'immigrés, de son histoire, mais là, il y a une remigration, mais vraiment massive, continue, avec qui suscite des réactions d'ailleurs extrêmement fortes, ou d'indignation, ou de violence, mais ça se poursuit. On a vu aussi, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, je n'ai pas de jugement moral là-dessus, Nayib Bukele, le président du Salvador. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à 6 ans, moi j'étais allé au Salvador, à 19h on ne sortait pas de l'hôtel, ou alors il fallait avoir 4 gardes du corps et des Kalachnikov, étant donné les narcotrafiquants qui tenaient la ville, occupaient la ville. Eh ben aujourd'hui, 90% des Salvadoriens sont pour Bukele, qui a créé je ne sais combien de centaines de milliers de places de prison et qui a agi de façon extrêmement forte. Et contrairement à ce qu'on a eu, ils sont pas à la prison pour l'éternité. Ils vont peut-être sortir, mais auparavant, attention, ça ne rigole pas. Et puis, il y a l'immigration. Effectivement, on voit comment réagit Orban, comment réagissent les Polonais, etc.
Et là-dessus, entre ces deux pôles, Europe centrale d'un côté, Amérique du Nord et du Sud de l'autre, que fait l'Europe en général et que fait la France en particulier, Bertrand Cavalier, et pourquoi on en est là pratiquement. La grande question, c'est de savoir ce que l'on veut. Quand, parce qu'on parle de la droite, on peut parler de la gauche, quand donc Jospin disait que la sécurité garante de la liberté est un droit fondamental de la personne humaine et un devoir impératif de l'État. Il disait ça en 97. Bon, que de déclarations, que ce soit des leaders de gauche ou de droite, sur la problématique de la délinquance, de la sécurité. Bon, pour ce qui est de l'immigration, tout le monde reconnaît maintenant, le président lui-même, que ça a un impact sur la délinquance, sans compter la fracture culturelle. Bien sûr. On parle aujourd'hui de séparatisme islamique, eh bien, mais les flux migratoires aujourd'hui sont massivement composés de personnes, d'individus, souvent d'ailleurs des hommes jeunes, et je vais y revenir, qui ne sont pas du tout dans les paradigmes, dans les structures mentales de la société occidentale, s'agissant de la vision de la femme, de l'individu, de la société. Bon, moi je vais très souvent en Afrique, où là d'ailleurs on assiste à une explosion de l'islam radical qui est en train de supplanter les autres religions. C'est de là que viennent une partie des flux. Ils viennent aussi également de Syrie, d'Irak, et ils sont d'ailleurs d'Afghanistan, ils sont massifs dans le Pas-de-Calais. Donc ce matin, massifs, vous dites. Ils sont massifs. À l'heure où je vous parle, ils sont massifs. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est un espace, mais c'est pas un territoire. On est devant un problème majeur, c'est-à-dire que le monsieur Retailleau, dont je salue les efforts, mais pourra faire tout ce qu'il veut, tant que le droit ne sera pas modifié au niveau européen, et tant qu'il n'y aura pas un véritable contrôle de nos frontières, eh bien, nous serons dans cette situation qui est une situation où l'on subit des flux massifs. Vous dites ce matin, vous avez pris le train, oui, mais avec des étrangers en situation régulière, les contrôleurs, donc les ont identifiés. Moi, je les voyais en gare. J'ai pris le TGV à Bellegarde en venant de Genève. Oui. Mais ça, c'est quotidien. Il y a des gens qui n'avaient pas leur billet. Mais on rentre en France. Alors, certes, il y a des opérations, notamment dans les Alpes-Maritimes. Mais tout ça est bien, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Les flux sont massifs. Et on a 1 million d'immigrés en situation régulière. À mon avis, il y en a plus. On a plus de 500 000 qui rentrent. Il y a le regroupement familial. On est actuellement dans une dynamique de grand remplacement parce qu'on oublie de dire que ce sont des jeunes qui rentrent, des jeunes adultes. Quand rentrent 500 000 jeunes adultes, c'est l'équivalent en classe d'âge de 10 à 15 départements. En 10 ans, la population française va être métamorphosée en profondeur. Est-ce que c'est ce que nous voulons? La grande question, c'est que voulons-nous et quelles en seront les conséquences? Alors qu'aujourd'hui, tous les interlocuteurs sérieux disent que on est dans une situation qui risque d'exploser. On va vers la dislocation et le séparatisme. Oui, et c'est intéressant parce que il y a encore 5 ans, vous osiez parler de remplacement, c'était considéré comme une espèce de sulfureux, néo-nazi ou presque. Enfin, c'était le mot à ne pas dire. Et aujourd'hui, même des ministres, etc., parlent de grand remplacement. Ce qui va rentrer dans l'année, c'est 5-6 fois le département de la Lozère. Alors si je prends la classe d'âge des jeunes, c'est 5-6 fois la jeunesse de départements ruraux. Donc on est bien sur une dynamique de grand remplacement. Et le problème le plus grave, c'est pas un remplacement ethnique, c'est un remplacement culturel. Parce que c'est le choc culturel qui au travers notamment de l'émergence de ce qu'on appelle l'islamisme, qui est maintenant dominant dans certains départements. Et il n'y a qu'à lire toutes les études qui ont été faites ces dernières années par des journalistes assez courageux que l'on doit protéger. C'est-à-dire que quand Mme Bergeau-Baclair écrit un livre... le frérisme et ses réseaux. Sur les frères musulmans. Sur les frères musulmans, on est dans un pays où il faut protéger des journalistes, des intellectuels qui osent dire les choses. Oui, ils sont sous protection policière. Donc ça, c'est comme un indicateur. Il y a la Gestapo islamique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils risquent leur vie. Et tout ça est normalisé, banalisé. Je dis bien, que veut-on dans ce pays ? Et alors justement, que veut-on dans ce pays ? On va continuer d'en parler
parce qu'il y a aussi cette chose étonnante de la modification de paysage, et ça vraiment tout le monde en parle, et je vois bien des amis un peu partout en France, c'est qu'aujourd'hui il y a des flux migratoires dans les villages, dans les plus petits villages. Avant c'était dans les villes, les quartiers, on parlait justement des quartiers à reconquérir, ou etc., des territoires perdus. Là c'est dans les lopins de terre des villages, mais je sais pas, dans le Vaucluse, vous avez vu récemment, il y a eu toute une histoire dans le Vaucluse, etc. Et on se dit, mais on regarde passer ça, et moi, ce qui me fascine, Général Cavalier, c'est cette espèce de sidération, où comme si on voyait, c'est le cobra, on regarde ça, et puis on ne bouge pas, c'est-à-dire... Et la question que je vais vous poser, mais je la pose avant que nous fassions une petite pause, c'est le cas de le dire, de publicité. Est-ce que tout ne se passe pas comme si on flattait le crocodile en espérant être mangé en dernier? La question qu'on peut se poser. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ce n'est plus Berkov dans tous ses états, c'est la France dans tous ses états, et pas seulement la France d'ailleurs. Bertrand Cavalier, on va parler un peu d'une situation qui sera une situation de politique fiction, bien sûr, mais écoutez, après tout, tous les espoirs sont aussi permis. Mais auparavant, je pense que nous avons Bernard qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Bernard. Bonjour Monsieur Berkov, je suis content de vous avoir au téléphone, je vous écoute tous les jours. Merci. Donc voilà, et moi ma question était simple, je dirais bon, il y a un problème de flux de migration, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un problème en France lié à la binationalité? Parce qu'effectivement vous avez plein de gens qui sont franco et quelque chose, qui vivent en France, qui profitent de la France, mais qui n'aiment pas la France. Et vous savez, moi je suis originaire de l'île de la Réunion et on a une expression pour ça. On dit toujours qu'on nourrit jamais le chien qui peut vous mordre. Donc je vous pose la question, ne pensez-vous pas que cette binationalité peut exacerber aussi un peu le système? Parce que regardez Monsieur Delogu, il est manifestement il est franco-algérien, mais enfin il est plus algérien que français, si je l'écoute. Merci Bernard. En tout cas, Général Cavalier, que répondez-vous? La binationalité, est-ce que ça joue un rôle ou pas à votre avis? La binationalité, moi, ce qui me semble jouer davantage, c'est la haine du pays, la haine de ce pays, qui ne dure pas que le fait de binationaux. Moi, j'ai été lycéen dans les années 70. J'ai pu également analyser très précisément les courants intellectuels des années 60-70 qui ont diffusé de façon très structurelle une haine de soi, une haine de notre pays, Sartre et bien d'autres. L'éducation nationale, il y a de très nombreux professeurs qui sont toujours dans le combat républicain et laïque, il y en a aussi de nombreux qui ont été dans une autre tâche, une autre mission, et qui ont formé des jeunes, non pas dans l'amour de cette patrie, dans l'amour du pays, mais dans une contestation de tout ce que nous sommes, de notre identité. Donc binationalité, alors après il y a aussi, c'est vrai, une résonance particulière avec certains pays, où c'est un peu plus compliqué, mais moi je connais plein de binationaux qui sont vraiment très... Qui aiment la France, oui. Qui adhèrent à toutes ses valeurs et à ses... Oui. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le problème. Le problème, c'est effectivement, on l'aime. C'est presque la France, tu l'aimes ou tu la quittes, comme disait. Mais moi, je pense, de toute façon. Mais écoutez, je parlais du chauffeur de taxi, mais qui sont très clairs, qui me disent, mais quand on voit même des gens de 3e, 4e génération qui n'aiment pas ce pays, ils peuvent partir. Ils peuvent partir. Si ce pays qui leur apporte autant, où on peut être soigné gratuitement, éduqué gratuitement. C'est un pays merveilleux, même s'il y a des choses à parfaire. Bien sûr. Ils peuvent toujours aller ailleurs. Et ils verront. Et justement, alors, parlons un peu de ça, faisons un peu de politique fiction au beau sens du terme. Général, soyons précis, parce qu'on dit, oui, on ne peut rien faire, ou certains disent, on peut faire, mais etc., etc. À supposer, allez, on va prendre un scénario, arrive un groupe, arrive un parti, etc., qui est décidé, allez, rêvons, à faire quelque chose de ce point de vue-là et à vraiment entreprendre, sachant que ça va être très difficile, que ça va provoquer des réactions énormes, que ça va provoquer peut-être des réactions de violence, etc.
que vous seriez conseiller vous-même, ou que vous seriez dans cette équipe, disons, dirigeante à des niveaux très divers, et à supposer que vous n'auriez pas, allez, on va vraiment rêver, vous voyez, on va rêver jusqu'au bout, vous n'auriez pas tous les empêchements de la Commission européenne, de la Commission des droits de l'homme, de la Commission des juridiques européennes, etc., vous n'aurez pas que allez, on va jusqu'au bout, que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ne seraient pas en train à chaque fois, ou en tout cas très souvent, de givarouiser, d'aseptiser, de mettre sous vide un certain nombre et on suit mon regard un certain nombre de décisions compris au niveau de l'exécutif ou du législatif, et qui n'arrivent jamais à être appliquées à cause de tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en toute priorité, je dirais? Si on comprend que la patrie est en danger, qu'il faut des mesures de salut public, il faut tout mettre sur la table. Alors sans hiérarchiser les choses, il y a d'abord toute la procédure pénale, Madame Bougère le dit, il faut tout mettre à plat. Il faut pouvoir réhabiliter les courtes peines. Il faut plus de places de prison, il faut créer des places de prison. Il faut également des traitements différenciés pour des jeunes délinquants. Voilà. Mais quand je dis procédure très complexe, qu'aujourd'hui, gendarmes et policiers sont de plus en plus décontenancés devant la lourdeur des procédures. Il y a, je ne vais pas parler des avocats, mais il y a eu quand même un lobby d'avocats qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans un déséquilibre au détriment de la victime, et qui paralyse le système. Vous voyez, il y a plein de choses à balayer. Quand on parle donc des prisons, il y a 20-30% d'étrangers qui sont dans ces prisons. Il faut les expulser. S'ils ne veulent pas partir, eh bien, il faudra externaliser dans des pays, parce qu'ils vont sortir. Qu'en est-il de ces personnes qui vont être victimes d'étrangers qui récidivent? Est-ce qu'on prend en considération, en termes de droits, les droits fondamentaux des innocents, des victimes, plutôt que de prendre en compte les droits des délinquants? Vous avez évoqué la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Bien entendu, c'est un carcan qui devient attentatoire aux intérêts de la nation. Et donc, il faut être capable d'avoir un droit qui protège et non pas qui nous rend vulnérables. Ça renvoie également à des dispositifs opérationnels qui, enfin, puissent protéger les frontières de l'Union européenne. Lesquelles, par exemple? Les frontières extérieures. Parce que, de toute façon, croire qu'on va agir sur nos simples frontières, c'est une gageure. Tout se passe sur les frontières maritimes, sur les frontières terrestres extérieures. Ou d'ailleurs, pour moi, ça ne devrait pas relever de forces de police, mais d'un dispositif militaire. Nous sommes une puissance nucléaire, nous flattons de pouvoir parler sur la scène internationale, et nous sommes incapables de contrôler nos frontières, sachant que ces flux déstabilisent le corps social. Donc, sans compter le narcotrafic, qui est un autre sujet. Bien sûr. Donc, si vous voulez, les mesures, c'est aussi de réorganiser, parce qu'il faut aussi balayer devant sa porte, réorganiser les forces de l'ordre. La Cour des comptes ne cesse de dire que les forces de l'ordre, à partir de 18h, sont beaucoup moins opérantes, alors que c'est là qu'émergent les besoins opérationnels. À partir de 18h, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais elles sont beaucoup. Si vous voulez, on a été sur une évolution. Alors je sais que le Gérald Bonneau, directeur de la gendarmerie, est en train d'essayer de modifier cela, mais gendarmes et policiers sont avant tout là pour protéger. Et on est parti sur quoi? Alors qu'est-ce qui a fait qu'on a... Mais parce que les droits de l'individu ont fait que la mission ne prime plus, et que aujourd'hui le dispositif sécuritaire, alors qu'à partir de 18h, c'est là où la société se dérègle. Ouais, bien sûr. Oui. Alors, et jusqu'à 1h, 2h du matin, vous avez tout ce credo. Et c'est là où il y a le moins de monde. Et c'est là où vous avez le moins de monde. À quoi ça sert d'avoir des gendarmes et des policiers à 8h du matin dans leur brigade ou leur commissariat? Alors ça ne va pas plaire à certains, mais moi je dis les choses. Et la Cour des comptes a été extrêmement claire de ce point de vue. On a un ratio quand même au-dessus de la moyenne en Europe. On parle de toujours plus de moyens. Moi je ne dis pas plus de moyens. Il faut d'abord travailler davantage et mieux s'organiser. Bien sûr. Oui. Vous voyez, alors il y a plein de pistes. De pistes comme ça. Nous allons continuer à les explorer. Je crois que nous avons Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité.
Alors, bonjour. Je voudrais d'abord répondre à l'auditeur d'avant. Il y a quand même des binationaux qui aiment plus la France que certains Français qui sont dans les associations, qui les aident à rentrer, les étrangers et tout le reste. Donc ça, c'est une parenthèse. Exact, oui. Donc il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Et il ne faut pas, à force de les montrer du doigt, ils vont en arriver à penser que ça ne sert à rien qu'ils aiment la France. Parce que non, on est bien d'accord. Chantal, oui. Alors, moi, je voulais parler par rapport à ce que disait votre invité. Donc, déjà, depuis 2007, il y a 300 gendarmeries qui ont été fermées sur le territoire français. Combien, vous dites? Combien? 300. 300 postes. Gendarmeries depuis 2007. 300 gendarmeries depuis 2007 fermées sur le territoire français. Je veux savoir, est-ce que vous confirmez Alors, il y a eu de très nombreuses fermetures, mais aujourd'hui, on est sur un processus inverse qui est de recréer des brigades, de façon de nouveau mailler le territoire et d'aller mieux répondre aux besoins des populations, y compris dans des zones rurales. Parce qu'il faut la ruralité est touchée aujourd'hui par l'insécurité. Et même, vous avez vu que des petites villes moyennes, lors des révoltes de 2023, ont été frappées très durement. Donc l'État doit être présent et la gendarmerie est en train de revenir en force dans ces zones qu'elle avait quittées pour des raisons soi-disant budgétaires. Oui, comme d'habitude. Chantal, non, c'est juste pour répondre à cette question. Allez-y, Chantal, on vous écoute. Mais tant qu'on aura aussi l'espace Schengen, où c'est la porte ouverte à tout, moi je ne fais pas confiance aux pays européens, encore moins vers Leyen et toute la clique. Alors la CEDH, il n'y a pas besoin de sortir de l'UE pour sortir de la CEDH, puisque c'est à part, et que notre droit pénal, parce que les OQTF c'est du droit administratif, puisqu'on a perdu le droit pénal face à M. Hollande. Donc, et quand on a voulu le remettre, il y a le Conseil constitutionnel qui ne fait plus son travail, d'ailleurs, qui a retoqué le fait de le remettre en droit pénal. Donc, de toute façon, moi, je pense que c'est voulu. Et on n'arrive pas à les renvoyer chez eux, tout simplement tous les étrangers qui sont en prison, parce qu'il n'y a vraiment pas de rapport de force avec les pays concernés. Maintenant, moi je pense que malheureusement, la Cour de justice, c'est la même chose. L'Union européenne a comme politique de faire entrer un maximum de migrants, c'est leur politique. Donc, ou on a le courage de dire qu'il faut sortir de l'UE, ou au moins de l'espace Schengen. Tant qu'on a l'espace Schengen, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, alors effectivement, en fait, la question que pose Chantal, et beaucoup de nos auditeurs la posent, beaucoup de gens se la posent. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas à poser la question, je ne dis pas Frexit, mais la question de l'Union européenne, dans tout ce que vous avez évoqué, Général Cavalier, elle est posée. Puisque nous ne sommes plus maîtres de notre sécurité, puisque les lois européennes, je ne dirais pas priment sur les lois françaises, mais quand même imposent un certain nombre de carcans évidents. Oui, mais ça dépend ce que l'on veut faire de l'Europe, de l'Union européenne. C'est la question d'ailleurs fondamentale qui est posée aujourd'hui. Est-ce que c'est l'Union européenne qui protège ou c'est une Union européenne qui dessert les peuples européens? Bonne question. Donc, là aussi, c'est que veut-on? Quand on parle d'espace Schengen, c'est un formidable levier pour développer l'économie au travers de la liberté de circulation et des biens dans le dit espace. Donc non, le vrai sujet, c'est que cette Union européenne, ça a été comme dit Régis Debray, elle n'a pas eu véritablement de volonté de peser, il n'y a pas de transcendance, c'est simplement une création, je dirais, de boutiquier. Il faut passer à autre chose et parler véritablement d'identité. Quand on parle des racines, on a même refusé de référencer nos racines. Bon, donc aujourd'hui... Oui, dans la Constitution européenne, absolument. Voilà, donc moi je serais plutôt pour, à l'exemple de ce que font le Danemark, il y a aussi une réflexion en Allemagne, et sont des partis d'ailleurs parfois de gauche, qui sont en train de faire évoluer les choses pour que le réalisme l'emporte, le bon sens l'emporte, la raison l'emporte. Enfin, on est maître de notre destin. Moi, je reconnais à l'Algérie d'être souveraine, mais je trouve tout à fait scandaleux que l'Algérie nous impose sa volonté, refuse notamment de reprendre ses ressortissants multirécidivistes, violeurs, criminels, etc. C'est quand même complètement aberrant. Mais là, aussi, on pourrait prendre des mesures, d'externaliser d'ailleurs, donc l'expulsion de ces individus. Et d'ailleurs, ce qui permettrait d'ailleurs de mieux considérer la majorité des ressortissants de ce pays qui se comportent très très bien. Bien sûr. Bon, mais les politiques, que veulent-ils? Voilà, c'est vraiment la question. Donc, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, etc. D'ailleurs, je sens aujourd'hui un frémissement, mais parce que les peuples sont en train de s'exprimer. En fait, jusqu'à présent, on n'a pas laissé parler les peuples.
Quand on les a laissés parler, vous vous rappelez un certain référendum de 2005, hein, quand ils ont parlé, on s'est assis sur leur vote, effectivement. Oui, Maud, je voudrais que vous posiez la question, Maud Koffler, qui fait l'émission avec moi, sur justement les gendarmes et les conditions des gendarmes. Oui, en fait, il y a un chiffre qui a beaucoup fait parler il y a 2 ans, c'est le nombre de départs de la gendarmerie nationale, 15 000 démissions. On en parle beaucoup dans la police nationale, on en parle beaucoup moins dans la gendarmerie, sans doute parce que c'est l'armée et que c'est la grande muette, ça fait partie de la grande muette. Donc je pense que le sujet est beaucoup plus sensible. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce nombre de départs dans la gendarmerie nationale, 15 000 en un an? Alors, il y a peut-être un peu plus de départs qu'il y en avait auparavant. On a une modification des comportements qui relève d'un phénomène en guillemets sociétal. Il y a une certaine volatilité. Les gens restent moins dans un emploi qu'auparavant. Moi, j'ai 2 filles en gendarmerie, hein, dont une qui est en compagnie de gendarmerie et l'autre qui est sur le terrain en brigade territoriale. Donc j'ai des retours directs. Le métier est difficile. Le métier est difficile parce que sur le terrain, au quotidien, ils sont menacés. Les contacts sont très durs. Menacés, c'est-à-dire c'est-à-dire le moindre contrôle aujourd'hui peut se traduire par une rébellion, quasi systématiquement des insultes, hein, donc des outrages, mais qui sont tellement maintenant banalisés que même les magistrats ne peuvent plus les relever. De toute façon, comment voulez-vous que dans le ressort de Montpellier, compte tenu du contentieux de masse, on puisse répondre à tous ces faits-là? Donc, regardez la tenue des gendarmes et des policiers. En 10 ans, 15 ans, il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient en chemise, en chemisette, ils étaient en vareuse, en tout cas. Oui, bon, on parlait du gendarme de Saint-Tropez. Mais regardez, aujourd'hui, ils ont des gilets par balles, ils sont de plus en plus... On va modifier les gilets parce qu'il faut prendre en compte également la menace des couteaux. Ça, c'est assez révélateur d'une évolution. Et aujourd'hui, il y a une pression psychologique au quotidien qui est très forte sur les gendarmes et les policiers, avec également parfois le sentiment que leur action ne porte pas quand ils reçoivent les plaintes, mais qu'ils savent très bien que 80% de ces plaintes seront classées, en tout cas il y aura un aménagement ou une réponse dite pénale entre guillemets. Donc on est un peu sur... Il y a de quoi être découragé, quoi. Mais oui, mais il y a également, et là, je peux vous dire, plus que jamais, c'est la hiérarchie qui doit s'engager. Si vous voulez, quand on est dans une période difficile comme celle-là, et c'est là où il y a une formidable attente, notamment des exécutants, des gens de terrain, s'ils aient des chefs qui s'engagent, qui montrent l'exemple et puis qui redonnent la foi dans un métier qui est difficile. Donc, vous savez, quand vous avez vraiment un commandement qui s'engage, il y a beaucoup moins de démissions. Hein, qui donne l'exemple, que la hiérarchie qui donne l'exemple dans un contexte qui est difficile, mais qui en appelle aux politiques. Parce que c'est vrai que ça ne pourra pas durer pendant 5 ans, 10 ans, une telle situation. Maud, il y avait, je crois, un problème économique aussi. Un problème économique, on parlait des moyens. Certaines gendarmeries n'ont pas les moyens de payer leur loyer à certaines collectivités. Aujourd'hui, il manque 93 millions d'euros. Alors, la gendarmerie avait communiqué en début d'année en disant ce montant sera réglé. Pour l'instant, pas de nouvelles, en tout cas de ce côté-là. Ça fait écho aussi au coup de gueule du général de Villiers, au-dessus de tout ça encore, qui disait qu'il n'y avait pas de moyens dans l'armée. Est-ce que cet appel a été entendu depuis, selon vous ? Alors, vous avez eu quand même une augmentation, il faut être aussi objectif, il y a eu des augmentations budgétaires considérables qui sont faites au travers de la LOPMI pour les prochaines années. Mais il est vrai que la problématique des loyers, la problématique du parc immobilier, parce que le gendarme, le système d'armes, c'est la caserne. Vous parliez de la caserne. Bien sûr. Le gendarme travaille où il vit où il travaille, ce qui lui permet son immersion sur tout le territoire. Les loyers seront payés, mais c'est vrai que les échéances budgétaires, il y aura des choix qui vont devoir être faits s'agissant des priorités. Et la sécurité me semble être une priorité. Mais peut-être qu'à cette occasion-là, il faudrait tout mettre à plat, c'est-à-dire l'organisation, comme le demande la Cour des comptes, l'organisation du fonctionnement des forces de l'ordre. Alors justement, ce que vous dites, je crois qu'on va peut-être faire une petite pause et nous allons reprendre. Et ce que vous dites, ce que vous venez de décrire à Général Cavalier sur les priorités, etc., ça me fait poser en tout cas une question, je crois que vraiment la question centrale, on revient, c'est la question de la volonté. On va en parler tout de suite, après cette petite pause. 0826 300 300. Votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.
Oui, un état des lieux qui n'est évidemment pas encourageant, dressé avec nous par le général Bertrand Cavalier, mais qui pourrait nier que les problèmes sont là, et que on a l'impression, oui, que par-ci par-là, il y a des petits efforts, mais absolument pas coordonnés, et qu'au fond, quand on voit ce qui se passe, et vous en parliez, et hors antenne, général Cavalier, hier ou avant-hier à Bordeaux, dans un bus, effectivement, une femme demande à deux jeunes de baisser la musique et de baisser leur musique. Ils avaient mis ça à fond. Eh bien, il littéralement, il la massacre. Enfin, en tout cas, il la tabasse, etc. Mais c'est quoi ça? Bien, c'est révélateur. Si vous voulez, moi, je vais souvent au Maroc, pays que j'aime beaucoup. Ça serait inimaginable. Je vais au Sénégal bientôt. Ça montre notre état de faiblesse. Il y aurait 2 jeunes Français. De toute façon, ils seraient en situation régulière parce qu'on rentre pas au Maroc, au Sénégal comme ça. On est à l'opposé de ce qui se passe en France. Mais une Marocaine leur dirait de baisser le ton, baisser la musique. Mais évidemment qu'ils le feraient. Et s'ils commettaient une violence contre cette femme, ils risqueraient leur peau. Bien sûr. Mais ça, c'est très révélateur de ce que nous représentons, ce que nous représentons plus, vis-à-vis d'étrangers qui arrivent dans ce pays. Là, à mon avis, ça doit susciter une réflexion de fond. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette faiblesse encourage la violence. Encourage les gens à se dire ah bah écoutez, ils répondent pas, donc on peut y aller. On défile le 14 juillet, on a des beaux régiments dont je salue le courage quand ils ont été engagés, notamment au Mali, il faut pas les oublier. Ouais. Et à côté de ça, vous savez, un parachutiste en tenue ne peut pas s'éloigner d'un kilomètre de sa caserne, au risque de se faire agresser. À ce point. Mais vous ne verrez plus, vous ne verrez jamais. Vous voyez beaucoup de militaires en tenue? Non, effectivement, pas énormément. Si, c'est la brigade, là, justement, les vigipirates. Justement, il y a une note qui est sortie disant que maintenant les militaires, les militaires, oui, en particulier, pouvaient se promener entre guillemets en tenue, et on en voit de temps en temps à Paris. Alors je ne sais pas si c'est limité à la Cité ou qui traverse la Seine-Saint-Denis. Ouais. Oui, ça. Ah ben écoutez, il faut dire, vous savez, vous allez aux États-Unis, je suis allé à Marines, peut traverser le Bronx, il risque rien. Ouais. Un parachutiste français n'ira pas se hasarder dans une grande partie du territoire. Si, au fin fond de la Creuse, il risque rien. Donc, non, mais tout ça, c'est révélateur de notre faiblesse et d'un affaissement de notre pays qui est totalement perçu par notamment des étrangers qui rentrent en situation régulière. L'agressivité également de ces étrangers en situation régulière vis-à-vis des forces de l'ordre. J'ai encore des retours de gendarmes et de policiers dans le Pas-de-Calais. Est-ce admissible? Et c'est inimaginable dans les pays où je me rends très souvent, que je viens de citer, comme le Maroc ou le Sénégal, où il y a encore une cohérence et une tenue. Mais en fait, est-ce à dire, est-ce que ce n'est pas, avant de dire, que le poisson pourrit par la tête? S'il n'y a pas l'exemple, pourquoi ça ne va pas continuer? Pourquoi ça ne continuerait pas comme ça? Il n'y a pas de raison. La faiblesse des élites, la trahison des clercs, c'est un vieux sujet. Bon, mais oui, mais très actuel. D'où sortent-elles? Quels sont leurs parcours? Pour beaucoup, très protégés. On va pas au contact, on essaie d'éviter des risques. Vous savez, dans une carrière préfectorale, par exemple, il n'est pas forcément très conseillé de se frotter à l'événement. Alors j'ai connu des préfets qui y allaient, mais il y a beaucoup de préfets qui ont tout intérêt à faire en sorte que les choses, soi-disant, apparemment, se passent bien. Parce que si tu dois avoir un bon parcours de carrière... Et le fait de dire que tout se passe bien alors qu'on est déjà dans une situation qui est très dégradée, monte jusqu'au plus haut niveau. Dans un autre registre, je discutais avec l'ancien directeur régional des renseignements généraux à Lille, que je croisais, donc il y a 1 an ou 2. Moi, j'ai commandé la région de gendarmerie de Picardie. Il me disait, mais il assistait à tous les discours de Tariq Ramadan, qui réunissait la fine fleur islamique de l'université de Lille, doctorants, master, et qui leur disait, vous êtes la pointe de diamant de l'islamisation de la France. Il faisait rapport sur rapport, il n'a jamais eu de retour. C'était il y a une dizaine d'années. Ah oui, oui, et ça se passait crème, personne ne disait rien. À un camp, vous avez Erdogan qui fait campagne électorale en France et qui, à Strasbourg, au Zénith, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, oui, et qui bon, tout ça avec des Al-Akbar, etc., et qui leur demande de surtout pas s'assimiler.
Oui. En plus, il a dit ça très publiquement. Très publiquement. Et qu'en est-il de la réaction des politiques français? De quel bord qu'ils fussent? Vous savez, on a vu ça très récemment avec ce qui s'est passé là ce matin. On en parlait avec Boualem Sansal et Christophe Glaise, enfin à propos de l'Algérie, un prisonnier d'Algérie. Et puis on a vu ça. Quand vous disiez effectivement Samuel Lepage, l'ISESCO, quand il y a eu, vous savez, les grandes migrations, effectivement, on a parlé avec Jean-Frédéric Poisson. Normalement, on disait écoutez, on va laisser nos travailleurs, mais vous ne les assimilez pas. Ils sont pas là pour s'assimiler. Ils sont là pour travailler. Et puis voilà, et puis il y a eu le regroupement familial, enfin on peut en parler pendant des siècles. En tout cas, on revient à ça. Bertrand Cavalier, général de gendarmerie, merci de vos éclaircissements. Mais rien n'est perdu. Je voudrais dire quand même qu'il y a de très nombreuses bonne volonté. Moi, je me rappelle la région Picardie où j'ai servi 2 ans. Pourquoi ça tenait? Parce que dans les villages, dans les communes, il y a des élus qui s'engagent, il y a des associations, il y a des instituteurs qui... Le pays tient encore, mais combien tiendra-t-il? Combien de temps tiendra-t-il encore? Il ne faut pas décourager ces bonnes volontés républicaines qui font que ce pays avance encore. Et il faut se rappeler du livre d'un certain général qui s'appelait Le Sursaut. Oui. Le sursaut, il est toujours possible, bien sûr. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.